dimanche 17 mars 2024. Bienvenue à l'ère du temps qui reçoit aujourd'hui Hamidou Anne, qu'on ne présente plus, essayiste, politiste, écrivain, diplômé de Sciences Po. Nous sommes aussi avec Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye est directeur de la recherche et des publications à Wati. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'arène politique est en effervescence depuis quelques jours. Une loi d'amnistie a été votée à l'Assemblée nationale qui permet à Ousmane Sonko, Diomaye Faye et d'autres personnes de sortir de prison. Hamidou, quelles sont les conséquences de cette amnistie sur l'espace politique et public? Merci Alassane, je suis très heureux de revenir à Imedia qui est ma maison. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes vœux à la communauté de foi du Sénégal. Nous sommes en période de Ramadan pour la communauté musulmane et en période de Carême pour la communauté catholique. Effectivement, l'arène politique est en ébullition, elle est même en effervescence et les donnes ont changé très rapidement ces dernières semaines, avec notamment l'adoption par le gouvernement puis le vote de la loi d'amnistie qui donc purge tous les faits, les délits et crimes en relation avec la politique depuis du 1er février 2021 au 25 février 2024. Et naturellement, cette amnistie touche naturellement deux candidats, enfin un candidat et un leader de parti politique. Il s'agit de messieurs Sonko et de monsieur Faye. Mais aussi, au-delà, il y a une centaine de personnes qui avaient été arrêtées, ou des centaines de personnes qui avaient été arrêtées à la suite d'émeutes en février 2021 et en juin 2023. Et certaines arrestations avaient quand même, selon la justice, des motifs extrêmement graves d'atteinte à la sûreté de l'État, d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout a été effacé, oublié, et on nous impose une amnésie qui a été négociée visiblement. Moi, je ne suis pas de but en blanc contre une amnistie. Ce que je trouve regrettable en revanche, c'est qu'au regard des faits, des accusations extrêmement graves et des conférences de presse que le procureur général ont organisées ces derniers mois, qui ont quand même pointé des faits graves, en l'occurrence, je le rappelle, les faits d'association terroriste, d'atteinte à la sûreté de l'État, qui sont des choses extrêmement graves pour un pays et une démocratie, qu'on se retrouve avant qu'un procès n'ait fixé les citoyens sur la culpabilité réelle ou non des mises en cause, et qu'aujourd'hui on amnistie et qu'on oublie, et que ça donne l'impression aussi que les politiques ont tous les droits sur les citoyens et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et que les morts peuvent être oubliés, les blessés peuvent être oubliés, les destructions de biens publics et biens privés peuvent être oubliées, et que c'est pas grave, on repasse à une nouvelle séquence. Et ceci, de mon point de vue, est très préjudiciable pour la démocratie et notamment pour les prochaines années. Babacar, cette loi a été votée, elle divise les Sénégalais. Certains, même si la loi est passée à l'Assemblée nationale, ne sont pas d'accord la façon dont les choses sont passées. Oui, je voudrais aussi vous saluer vos auditeurs et saluer aussi M. Anne, et merci pour l'invitation. Je partage le point de vue de M. Anne sur un élément qui est que finalement, avec cette loi d'amnistie, on ne saura pas la vérité sur ce qui s'est passé. De mon point de vue, je le précise, je crois que cette loi d'amnistie est inopportune dans la séquence que nous avons vécue, parce qu'il le rappelait, il y avait des éléments graves. On a parlé de destruction du Temple du Savoir, Cheikh Anta Diop. Il y a eu des personnes qui ont perdu leurs biens, et sans compter plus de 70 morts, des jeunes. Cela a été répertorié par les organisations de droits humains. Donc je crois que les Sénégalais pouvaient avoir un devoir de vérité, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, et même pour les familles, j'allais dire. C'est important aussi pour les familles de savoir ce qui s'est passé. Mais nous avons cette loi d'amnistie qui a été votée, et le président a indiqué qu'elle était dans une logique d'apaisement. On peut le comprendre, parce que nous avons vécu quand même 3 années très difficiles. Mais de mon point de vue, dans la séquence temporelle à laquelle nous étions, je crois que le plus urgent était de faire la lumière. Il y avait des enquêtes qui avaient été menées. Nous avons eu des centaines de Sénégalais, des jeunes. On a parlé ici de détenus politiques. Donc, de mon point de vue, il fallait faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ça a été fait. Donc, il y a cette loi d'amnistie qui a été votée. Et donc, les gens sont en train d'être libérés. Et Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne sont plus dans les liens de la détention. Mais voilà, donc il faut juste constater aujourd'hui que cette loi d'amnistie a été votée. Et donc, on va devoir
faire avec, et le Sénégal va suivre son cours. Est-ce que cette loi qui a été votée sans qu'on puisse connaître la vérité peut être dangereuse pour l'avenir? Je le pense, et je répare un oubli coupable. Je dis bonjour à M. Ndiaye, que je rencontre avec grand plaisir. Effectivement, cette loi, de mon point de vue, M. Ndiaye a raison, elle est inopportune dans cette séquence temporelle actuelle, parce que Jaurès disait la paix est l'œuvre de la justice. Moi, je pense qu'avant de faire la paix, avant de pacifier, de décrisper, d'aller même vers un vent de dégel, comme on dit, ce qui est souhaitable, parce que les années que nous avons vécues sont des années extrêmement pénibles pour la démocratie, pour les citoyens, mais aussi pour les acteurs économiques qui étaient dans l'incertitude. L'incertitude, c'est l'ennemi des démocraties et des agences économiques. Mais aujourd'hui, nous ne saurons pas la vérité. Et dans les deux cas, de mon point de vue, ce qui se passe est grave. Parce que si on a pu arrêter des citoyens sur aucune base légale et qu'on a pu mettre sur leur tête des charges aussi graves, mais qu'ils étaient innocents, c'est grave pour la République. Si aussi, de l'autre côté, on a des citoyens qui sont coupables des faits qui leur avaient été reprochés, on nous a parlé de forces spéciales, d'armes, et puis voilà, ils ne sont pas là pour révéler des informations ou quoi que ce soit, mais effectivement, quiconque est un tant soit peu informé sait qu'il s'est passé des choses, mais qu'on libère toutes ces personnes et qu'on dise on efface tout. De mon point de vue, ça ne donne pas une bonne image de la démocratie et ça ne fait qu'affaiblir la République. Et vous savez, Alassane, moi, cette loi d'amnistie, elle me dérange même d'une manière même beaucoup plus philosophique. Parce que l'État du Sénégal s'est construit aussi sur la démocratie, sur la République et sur le fait que pour arriver au pouvoir, on passe par les urnes. Quand, en 1962, il y a eu une tentative de coup d'État, l'auteur a été appréhendé et mis en prison. Quand, en 1988, des gens étaient en train de perpétrer des attentats sur la place publique à Dakar, le PDS était dans une logique à l'époque insurrectionnelle, le PDS a été appréhendé, arrêté, et Wade s'est remis, disons, sur le droit chemin électoral et est arrivé au pouvoir de manière totalement claire et salutaire en 2000. Il s'est passé ces dernières années un choix insurrectionnel d'un parti politique. Et amnistier ces faits, de mon point de vue, peut donner l'impression qu'au Sénégal, on peut arriver au pouvoir, on peut arriver en responsabilité, tout en ayant insulté des juges, insulté des hommes d'affaires, insulté des journalistes, insulté des intellectuels, insulté des officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Et ceci, de mon point de vue, est extrêmement grave et ne donne pas une bonne image de la démocratie et contribue à affaisser la République et à montrer et à intégrer dans le cerveau de certains citoyens, notamment les plus jeunes, que la voie insurrectionnelle peut être un moyen pour arriver au pouvoir. Certains estiment que cette loi peut ne pas être valable à l'extérieur. Elle peut être remise en cause. Oui. Certains Sénégalais qui s'estiment être lésés peuvent porter plainte à l'extérieur. Oui, on parle du droit international qui peut aussi être saisi pour ces faits graves que nous avons connus. Donc évidemment, ces familles-là pourront saisir la justice internationale. Il y a aussi la CEDEAO, évidemment, c'est des procédures qui sont prévues. Mais je voudrais aussi souligner un élément important, toujours sur cette loi d'amnistie, c'est le fait de relever quand même que l'opposition, en l'occurrence le parti PASTEF aussi, a voté contre cette loi d'amnistie à l'Assemblée. Et ça veut bien dire que ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire que finalement, quand on regarde un peu au Sénégal et dans le paysage, qui était pour l'adoption, le vote de cette loi d'amnistie. Donc beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions sur j'allais dire la rapidité, l'accélération des choses justement dans la volonté de voter cette loi. Donc cela aussi pose, de mon point de vue, beaucoup de questions sur l'amnistie. Est-ce que ces questions, vous voulez dire que certains qui sont au pouvoir ont intérêt à ce que la loi d'amnistie soit votée? Non, pour se protéger. Non, je dis juste que l'argument du président de dire qu'il voulait apaiser la situation, on peut la comprendre. Mais je dis aussi que cette loi est arrivée très vite et que dans cette séquence temporelle, il a fallu que tout se mette en route pour qu'on puisse la voter. Et donc, c'est aussi des interrogations que nous pouvons avoir de manière légitime et objective. Est-ce que voter cette loi d'amnistie, pour autant, protège les gens sur le plan international? Pas forcément, parce qu'il y a les crimes de torture, selon les spécialistes du droit pénal international, qui sont imprescriptibles et qui ne sont pas amnistiables, selon en tout cas encore certains experts. Mais bien entendu, les familles de victimes, les familles éplorées
ont, je pense, toute la lassitude si, selon des critères, hein, parce je pense qu'il faut être citoyen d'un pays étranger, peuvent porter plainte à l'étranger. Mais je suis assez dubitatif, personnellement, sur le fait qu'un jour, nous sachions la vérité sur ce qui s'est passé. Est-ce que ne pas savoir la vérité crée beaucoup plus de problèmes qu'on a résolus? Absolument, même dans nos anthropologies et dans l'imaginaire du deuil, il est important quand on a un proche qui est décédé, notamment dans ces circonstances troubles, que au nom de l'apaisement et qu'au nom du repos et du pardon, qu'on puisse savoir la vérité. Et d'ailleurs, les exemples sont légion, hein, en Afrique, notamment après l'apartheid. Ils ne sont pas directement passés à l'amnistie. Il y a eu la commission Vérité et Réconciliation présidée par le révérend Desmond Tutu à l'époque, où les bourreaux d'hier ont fait face à leurs victimes d'hier et les gens se sont parlé. Il y a eu d'abord des actes de contrition, des actes de reconnaissance de crimes et de délits qui ont été commis, et les gens ont dialogué et puis ils se sont pardonnés mutuellement. Au Rwanda, c'était pareil. Les gens ont aussi imaginé des façons de faire, des modalités qui sont issues de nos anthropologies africaines, de nos traditions et de nos imaginaires locaux, et on a inventé les gachacha, qui sont des tribunaux locaux, populaires, qui sont en déphasage avec le droit pénal classique, et les gens se sont réparés. Vous savez, la notion de réparation est extrêmement importante, parce qu'imaginez que vous ayez un garçon qui a une vingtaine d'années, qui sort pour participer à une manifestation ou qui va à ses occupations, qui rentre de l'école. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Un coup de fil qui vous annonce que votre garçon est mort. Vous avez un mari qui, arrêté, appréhendé, on vous appelle pour vous dire que cette personne est décédée. Donc même cette notion de réparation, pour moi, l'amnistie prive aux familles, prive aux amis, prive même au peuple sénégalais, dans la diversité de ses composantes et dans son entièreté, de cette notion, de cette capacité de se réparer. Et vous savez, si on avait obtenu la vérité, si les procès avaient été tenus, si des enquêtes avaient été poursuivies jusqu'au bout, et que des procès tenus, et que les responsabilités situées, les innocents seraient laissés repartir chez eux, parce que nous avons une justice indépendante, malgré tout ce qu'on en dit. Et les coupables seraient punis conformément à nos lois, et qu'à la suite de cette séquence judiciaire, le président dispose de deux moyens. Dispose du moyen de la grâce, et dispose par le biais de sa majorité du moyen de l'amnistie. Et on pourrait, après avoir connu la vérité, après que les condamnations auraient été prononcées ou les acquittements prononcés, on pourrait là passer à une nouvelle séquence qui serait d'ailleurs beaucoup plus calme, parce qu'elle serait déconnectée de la séquence de turbulence de la présidentielle. Cette amnistie intervient au moment où Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat de la coalition Diomaye président, libéré. Quel impact cela peut faire sur la campagne présidentielle et sur la présidentielle de dimanche prochain? Évidemment, il y a un impact qui est important, parce qu'il y a déjà d'abord cette question de l'égalité, le fait que les candidats aient les mêmes droits dans cette campagne. M. Diomaye Faye va pouvoir faire campagne. Il était dans la détention, donc c'était compliqué pour lui, et il y avait sa coalition qui devait faire campagne. Mais là, évidemment, lorsque le candidat est dehors, à l'extérieur, il peut directement exposer son programme, parler aux Sénégalais, et ensuite faire le tour du pays et mobiliser. C'est important, parce que c'est ça la campagne électorale, c'est d'aller à la rencontre des Sénégalais, d'exposer votre programme, vos idées. Et on a une configuration qui est particulière, parce que il jouit dans cette campagne du soutien d'Ousmane Sonko, qui est le leader du parti PASTEF. Donc nous voyons les images où ils sont à deux, ils font campagne. Il faut aussi relever ce qui s'est passé le jeudi, lorsque on a annoncé que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés. Nous avons eu des scènes de liesse dans les rues de Dakar. Certains même ont comparé ces scènes de liesse à ce qui s'est passé lorsque le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, il y a quelques mois. Donc, évidemment, c'est un tournant décisif dans cette campagne électorale. Ils vont faire campagne. Là, ils sont dans le sud du Sénégal, il me semble. Et donc, pour leur coalition, c'est un bénéfice qui est important, parce qu'ils vont pouvoir maintenant s'adresser aux Sénégalais, faire le tour du pays. Et surtout, on observe qu'ils ont une capacité de mobilisation qui est très importante, surtout auprès des jeunes. Et donc, c'est un élément important. Et de mon point de vue, c'est un tournant dans cette élection présidentielle. Il leur reste une semaine de campagne, sillonner le pays et surtout parler de programme. Exposer leur programme, dire ce qu'ils vont faire pour le Sénégal, ce projet qu'ils ont tant vanté aux Sénégalais, qu'ils ont
tant expliqué comme étant la solution pour le Sénégal. Maintenant, c'est l'occasion de pouvoir le partager largement dans toutes les parties du pays. Les premiers propos de campagne qu'on a entendus, c'est par rapport à la monnaie. Il y a aussi la question concernant aujourd'hui que la Casamance devrait ou aurait dû être la capitale économique du Sénégal. Comment on peut analyser tout ça? Très rapidement, Alassane, si vous permettez, M. Ndiaye a raison. C'était une incongruité au Sénégal qu'il y ait un candidat qui représente une mouvance qui est quand même une réalité politique dans le pays, soit en prison. C'était une rupture d'égalité et d'équité qui est quand même le fondement d'une république comme la nôtre. Mais ce qui est aussi salutaire dans cette... la seule chose peut-être salutaire dans la libération de cet individu, enfin de M. Faye, le candidat, c'est qu'on peut enfin, l'argument de la prison n'est plus un argument de campagne et la victimisation au regard de l'embastillement de qui que ce soit ne peut plus être un argument de campagne et que maintenant on peut peut-être s'affronter, les candidats peuvent s'affronter projet contre projet, dérouler des arguments, développer des idées, des mesures, des propositions et après que les débats vivent et que les débats soit posé sur la table. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté parce que dès que les programmes de campagne sont sortis, dès qu'il y a eu des premières propositions, on a vu quand même des choses assez incongrues, notamment assez particulières relevant de la monnaie, de la vice-présidence et hier encore de la Casamance qui pourrait être la capitale économique du Sénégal. Moi, je pense que une démocratie se nourrit par des oppositions et que la politique, c'est la confrontation des idées, des opinions et des arguments. Et après, le peuple souverain, le 24 mars, va trancher. Mais il y a des propositions très discutables, notamment sur la monnaie. Et d'ailleurs, c'est très parlant parce que le PASTEF se dit mouvement panafricaniste, à la limite, et quand même veut nous ramener dans une sorte de repli sur nous-mêmes en nous parlant de monnaie nationale. Après qu'en 2022, son leader nous avait parlé de monnaie locale où il n'y a pas eu le moindre début d'effectivité. Et deuxièmement, sur la vice-présidence, le PASTEF a signé, le candidat du PASTEF, donc de cette mouvance, a signé la charte des assises nationales et quiconque a lu la charte des assises nationales voit que cette charte-là propose quand même le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée et qu'on fasse même de l'Assemblée nationale le centre d'impulsion de la vie politique sénégalaise et qu'on aille même vers une logique de déprésidentialisation du Sénégal. Mais M. Faye a signé cette charte, mais en même temps propose un vice-président dont on sait la personne désignée. Il ne faut pas être naïf, hein, on sait tous vers qui les regards sont pointés. Et cela me pose deux problèmes. Cela me pose un problème de cohérence pour quelqu'un qui signe la charte des assises nationales, qui est pour une démocratie parlementaire, mais qui propose un renforcement du présidentialisme. Et deuxièmement, je trouve quand même très étrange et très dangereux pour notre pays qu'il y ait un chef qui est lui-même un chef dans son propre pays. Un président de la République ne peut pas avoir de coach, comme l'avait dit un de leurs cadres. Un président de la République ne peut pas avoir de président. Un président de la République ne peut pas avoir de mentor. Le président de la République, c'est le gardien de la Constitution. C'est le gardien de la séparation des pouvoirs. Et c'est la clé de voûte des institutions. Et la clé de voûte de nos institutions républicaines, de nos institutions démocratiques. Et le chef de tous les Sénégalais, le premier de tous les Sénégalais, ne peut pas avoir lui-même de leader, ni de chef, ni de mentor. Comment vous analysez cette question sur la monnaie, sur la vice-présidence et sur la Casamance qui devrait être la capitale économique du Sénégal? Alors sur la monnaie, la question elle est très intéressante de mon point de vue, parce que c'est une question qui s'oppose de plus en plus avec la question du franc CFA. Mais si j'ai bien compris, et j'ai parcouru le programme de M. Bassirou Diomaye Faye, la monnaie sénégalaise, elle serait l'ultime procédure dans une phase qui devrait d'abord commencer par la mise en place de l'ECO, la monnaie de la CEDEAO. Donc j'ai compris ce que j'ai pu comprendre et je pense qu'ils l'ont même spécifié, ils l'ont redit lors de leur conférence de presse, c'est que d'abord il faut tout faire pour avoir la monnaie éco et je pense que c'est le bon chemin. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est dans l'ère des grands ensembles avec l'Europe, la Chine, les États-Unis. Il faut travailler, pousser à avoir cette monnaie de la CEDEAO éco dans une logique panafricaine. Et je crois qu'ils ont clarifié ce point de vue-là.
Maintenant, sur la question de la vice-présidence, là aussi, je pense que le débat, il est important lorsqu'il y a une campagne présidentielle, parce que chacun travaille sur un programme et ensuite le soumet aux Sénégalais qui peuvent avoir leur appréciation positive ou négative. Je rappelle que le poste de vice-président existait il y a encore une dizaine d'années dans l'architecture nationale du Sénégal. M. Abdoulaye Wade l'avait mis en place, même si ce poste n'a jamais été occupé. Donc, le diagnostic de dire que finalement... Je suppose que vous avez mis le feu aux poudres le 23 juin. Oui. À l'Assemblée nationale, oui. Les Sénégalais sont opposés. Oui, d'une certaine manière. C'est vrai que ça a été le cas le 23 juin. Mais ce que je veux mettre en avant dans l'argumentaire, c'est que il faut aussi qu'on s'arrête un peu et qu'on discute un peu et qu'on regarde par rapport à nos institutions. Monsieur le président Macky Sall a, il y a quelques années, enlevé de l'architecture institutionnelle le poste de Premier ministre. Il l'a fait revenir dans l'architecture institutionnelle. Dans ce débat de vice-président, de président, il faut expliquer qu'est-ce que le Sénégalais, qu'est-ce qu'on gagne finalement à avoir une telle configuration politique. Bon, ce qu'ils ont expliqué, c'est que ça sera un débat et ensuite, ça ne peut pas être opérationnel dès maintenant. Ça pourra l'être lors de la prochaine élection présidentielle en 2029. Donc, de mon point de vue, il faut vraiment s'interroger sur ces questions de disposition, j'allais dire institutionnelles, parce que voilà, à chaque fois on a des changements, mais les Sénégalais apprécieront. Parce qu'il y a aussi un élément qu'ils mettent en avant, c'est la toute-puissance, les prérogatives importantes du président de la République. Et ça, je pense qu'en parcourant tous les programmes, on se rend compte qu'il y a un diagnostic qui est fait par la majorité. Aujourd'hui, et d'ailleurs, eux tous, dans leur majorité, disent que une fois qu'ils seront élus, ils vont revoir les prérogatives trop importantes du président de la République. Et donc, peut-être que le fait d'avoir un vice-président et un président qui vont se partager des rôles avec des rôles clairement définis, peut-être que c'est l'objectif aussi de plus avoir cette toute-puissance du président de la République. Mais le diagnostic, il est clair, c'est qu'il va falloir regarder à nouveau le fonctionnement des institutions, avoir des équilibres entre l'institution judiciaire, entre l'Assemblée nationale. Et mon point de vue, surtout, moi j'insiste, parce que c'est une question sur laquelle je travaille depuis des années, c'est l'Assemblée nationale. Il doit aussi jouer un rôle important. Ça ne doit pas être une chambre d'enregistrement des desiderata de l'exécutif. Est-ce que le fait d'avoir signé la charte des assises nationales de la CNRI ne permet pas de renforcer l'Assemblée nationale, sans pour autant passer par la vice-présidence? Absolument. Je crois qu'il y a eu 2 étapes importantes au Sénégal ces dernières années. C'est d'abord les assises nationales, qui avaient fait un excellent diagnostic du pays et de tout ce qu'on devait faire en termes de réforme, et aussi la CNRI dont vous parlez. Et je crois que beaucoup de questions ont été réglées à travers ces 2 phases de discussion et à travers ces 2 documents. Maintenant, moi je suis pour le débat, il faut débattre, et les Sénégalais aussi se feront leur opinion, parce que nous avons eu aussi à connaître beaucoup d'instabilité. Quand vous parlez du poste de Premier ministre, combien de Premiers ministres ont défilé du temps de Wade, du temps de M. Macky Sall? Donc il y a toutes ces questions-là aussi. Il faut poser le débat et chacun pourra se faire son opinion de mon point de vue. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Babacar Ndiaye, qui est directeur de recherche et des publications à Wati, Amidou Anne, politiste, essayiste, et ensuite diplômé des sciences politiques. Amidou, si on va dans les programmes, on regarde un peu ce que nous proposent les différents candidats les 19, on voit les programmes, on a l'impression que c'est un catalogue de bonnes intentions. Effectivement, les programme que j'ai parcouru, notamment des 19, ressemble pour beaucoup à un catalogue de bons sentiments, à un catalogue velléitaire, et c'est un peu l'expression qu'on utilise souvent à Paris, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire ceci, il faut qu'on fasse cela, etc. Mais il y a, de mon point de vue, 2 limites objectives souvent dans ces programmes, c'est qu'ils se ressemblent tous, et qu'on a l'impression que beaucoup de candidats ne sont pas allés creuser trop loin, n'ont pas fait un travail très sérieux de diagnostic de la situation économique du pays, de la situation sociale, et notamment des questions prioritaires comme l'éducation nationale, la santé, l'assainissement, l'hygiène, le cadre de vie. Et deuxième limite objective, c'est qu'il manque de chiffrage, souvent quasiment dans tous les programmes, parce que le catalogue de bonnes intentions est réel, les ambitions sont effectives, mais il manque le comment. Comment est-ce qu'on applique telle mesure, comment est-ce qu'on applique tel plan, et dans les changements institutionnels qu'on propose, combien ça coûte. Par exemple, et on en revient encore à cette question de la monnaie, pour moi qui n'est pas suffisamment
Et de part et d'autre, hein, il ne faut pas faire une fixation sur un candidat, parce que certains candidats aussi ont proposé la sortie du franc CFA et l'usage d'une monnaie nationale. D'autres ont proposé une forme de progressivité dans la question de la monnaie. Mais concrètement, qu'est-ce que le franc CFA nous prive? Et concrètement, si on va vers une monnaie nationale, qu'est-ce que cela constituerait comme apport pour notre économie? Deuxièmement, sur les transformations institutionnelles, certains proposent de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, d'autres proposent de changement du Conseil économique et social, certains parlent du nombre de députés qu'il faut baisser ou augmenter, l'autre, on en parlait tout à l'heure, propose un poste de vice-président. Mais tout ceci, combien ça coûte? Quel est concrètement le chiffrage de ces programmes-là? Autre chose, et M. Dia, il a dit, et je suis très d'accord avec lui, le diagnostic est souvent le même. On parle de pouvoirs exorbitants du président de la République et je le partage totalement. Les propositions souvent sont hiérarchisées dans le sens d'une réforme institutionnelle, réforme économique, puis ensuite les questions, je chahute un peu, les questions les moins importantes comme l'éducation, la santé, etc., la culture sont mises en arrière-plan. Mais pour moi, il y a un point que je ne retrouve quasiment dans aucun des programmes et qui me semble essentiel pour notre pays, notamment au regard des années précédentes, au regard de la configuration de la sous-région, c'est la question de la laïcité. C'est la question du rapport aux religieux, c'est la question des liens qu'il faut revoir, qu'il faut reconsidérer entre le politique et le religieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2021, quand il y a eu la crise de mars, les pouvoirs publics étaient quasiment dans une forme d'impasse et les appareils politiques se faisaient face avec des morts qui s'empilaient au quotidien. Il a fallu que des religieux prennent leur bâton de pèlerin, discutent et arrivent à trouver un compromis. Est-ce un compromis qui a été salutaire dans le temps ou pas? Ça, c'est l'histoire et l'avenir qui nous le diront. Mais de mon point de vue, que j'ai vu, par exemple, même dans le débat parlementaire, aujourd'hui, on a plus l'impression d'avoir des oustas au Parlement qu'autre chose. Et ce rapport du religieux, notamment en lien avec la sous-région, de mon point de vue, doit être interrogé. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en 2016, parmi les clauses d'intangibilité, et on en est revenu récemment avec le débat sur le Conseil constitutionnel, le président de la République, dans la première mouture du projet, avait proposé que la laïcité fasse partie des clauses d'intangibilité. Alors, il y a eu une levée de bouclier de certaines associations islamistes, des intégristes se sont levés, les Andesam Dikoyi, etc. Donc, en fait, le président de la République et son gouvernement ont reculé à l'époque et ont enlevé la laïcité des critères, des points d'intangibilité. Et ces dernières années, à chaque élection, soit locale, soit législative, on voit des groupuscules d'intégristes religieux qui viennent et font pression sur les appareils politiques. On a vu la charte qu'Andesam Dikoyi a fait signer à beaucoup de coalitions aux législatives avec des mesures extrêmement scabreuses, extrêmement dangereuses, mais personne n'en a parlé. Je vais en citer deux. Il y a eu le Haut Conseil du culte, etc. Il y a eu, et l'autre mesure la plus grave de mon point de vue, qui a été signée par l'essentiel des coalitions aux législatives, c'était de dire qu'il faut un Haut Conseil de vérification de la moralité des personnes préposées à la nomination du chef de l'État. C'est-à-dire que si le chef de l'État, qui a le pouvoir constitutionnel de nommer aux emplois civils et militaires, s'il doit nommer quelqu'un, il doit soumettre ce profil-là à ce conseil religieux et qu'il voit si ces valeurs sont conformes à nos morales. Je trouve ça dangereux et je trouve que le courant intégriste sénégalais, chrétien comme musulman, émiette sur le recul du politique et de l'État sur cette question de la laïcité. Justement, s'il y a cette question de la laïcité, elle recule un peu au Sénégal, c'est pas dû quelque part au fait que les partis politiques ne jouent plus le rôle fondamental de conscientisation, de formation, entre autres, et que l'État est devenu frileux. Oui, absolument. Il faut s'interroger à nouveau sur le rôle des partis politiques qui jouent un rôle éminemment important dans une démocratie. Ils sont là pour conquérir le pouvoir, mais à travers cette conquête du pouvoir aussi, il faut pouvoir se saisir toutes les questions les plus importantes, et cette question en est une. Mais là où je voudrais aussi renforcer mon argumentaire, c'est que à Ouati, par exemple, nous avons, sur notre site internet, nous avons proposé les biographies des candidats. Il est important de savoir quel est le parcours de tous ces candidats-là, d'où ils viennent, quel a été leur parcours qu'est-ce qu'ils ont eu fait à faire politique, dans leur vie, économique. Voilà, c'est important et c'est important de s'arrêter sur cela. Ensuite aussi, nous avons les programmes.
C'est-à-dire qu'il est important de savoir un peu qu'est-ce que chacun peut proposer dans tel endroit. Et je dois dire qu'il faut saluer cet engagement de chaque candidat de proposer un programme. Monsieur Anne a relevé les limites, notamment sur le chiffrage des programmes. Je dirais aussi la temporalité l'exécution des choses qui sont proposées. La durée d'exécution. Voilà, c'est-à-dire que à quel... En fait, une réforme économique, vous la faites par exemple sur le franc CFA ou bien sur la exactement. Pêche. Ça prend combien de temps? Exactement. 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec combien de sous? Exactement. Combien d'argent il faut mettre? Exactement, c'est de cela dont je vous parlais. C'est qu'il faut aussi indiquer des deadlines, des périodes où on arrive à l'exécution ferme de cette proposition. Mais là où je voudrais aussi en venir, c'est que finalement, oui, on a une similitude dans les programmes, mais peut-être parce que le diagnostic est bon. Aujourd'hui, par rapport à ce pays-là, je voudrais faire relever qu'il y a 3 dimensions que je relève moi. Il y a d'abord sur les institutions. On l'a dit tout à l'heure, c'est la toute prédominance du président de la République avec le fait de réduire ses prérogatives et ses pouvoirs. Mais il y a aussi un élément qui est important, c'est la justice. Vous voyez dans les programmes qu'ils demandent à ce que les corps de contrôle puissent directement transmettre leurs enquêtes et autres directement au parquet financier ou bien saisir directement la justice. Ce serait une révolution d'avoir ce système-là qui serait mis en place. Je vois aussi dans pas mal de programmes le fait d'avoir un juge des libertés. Ça peut aussi réduire les longues détentions. Absolument. Donc, les programmes proposent quand même des visions, proposent des solutions. Quand je prends aussi l'exemple de l'économie et surtout l'emploi des jeunes, je pense que les candidats ont bien compris qu'aujourd'hui, il faut aller vers une industrialisation massive du pays. Il faut créer de l'emploi. Et beaucoup ont pu observer que c'est par l'agriculture, par l'élevage. C'est aussi par la mise en place de zones économiques. J'ai même vu dans les programmes agropoles. Donc nous sommes à ce niveau aujourd'hui d'exigence. Les candidats doivent proposer des programmes aux Sénégalais qui les regardent, qui les écoutent et ensuite ils vont se faire leur opinion sur ces questions-là. Et les questions d'éducation aussi, quand vous les regardez, c'est des questions qui ont été traitées mais de manière très pointue par certains candidats. Quand par exemple un des candidats dit que je vais mettre, je crois que c'est Boubacar Camara d'ailleurs, 8 000 milliards avec la création d'un fonds souverain sur l'éducation et que beaucoup de candidats disent qu'aujourd'hui il faut aller vers l'éducation avec la mise en place de lycées techniques, de filières techniques, de formation technique. J'ai même vu, je crois, Serine Boup qui parle de 30% des élèves doivent être redirigés vers ces filières-là. Ça veut dire qu'on fait un diagnostic qui est bon sur l'état du pays et qu'aujourd'hui, pour que ces jeunes, le chiffre, tout ça on le rappelle, chaque année 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi, il faut trouver les moyens de créer de l'emploi massif. Et le seul élément que nous avons pour l'instant, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est avec l'industrialisation et une chaîne de valeur concrète. Et je vois aussi dans les programmes qu'on parle du gaz et du pétrole. Que fera-t-on de cette manne financière qui va arriver avec la production de gaz et de pétrole? Beaucoup de candidats disent qu'on le mettra dans l'agriculture, on le mettra dans l'éducation. Donc, je crois que c'est intéressant de parcourir. Et je vous invite à aller sur le site de Wati et de voir ces différents programmes parce qu'on n'a pas pris le gros document condensé. On a fait pour chaque candidat les éléments les plus pertinents et les éléments les plus directs en termes de compréhension de leur programme. Mais je dois dire que les Sénégalais doivent vraiment écouter, se faire leur idée parce que les programmes sont là, il faut les parcourir, les étudier et à la fin, ça peut déterminer le choix du vote. L'éducation est la clé du développement. On a vu qu'en Asie, les pays qui s'en ont sortis ont tous misé et financé l'éducation, mais de façon rationnelle, en conformité avec leur culture. Absolument. Quelle éducation pour le Sénégal aujourd'hui? Est-ce qu'on va continuer les curricula qu'on avait jusqu'à présent? Est-ce qu'il faut changer la façon d'éduquer les Sénégalais? L'éducation est effectivement la clé de toute stratégie de développement d'un pays, mais au-delà même du développement économique. Le Sénégal est aujourd'hui dans un état, malheureusement, je le constate et nous le constatons tous, le Sénégal est dans un état de désordre à tous les niveaux. Total. Et ce désordre-là est consécutif au sabotage de l'éducation nationale depuis la réforme de 1983. Et c'est ce désordre-là qui touche du jardin du préscolaire à l'université et cela charrie des dangers pour notre pays. Quand on voit la situation aujourd'hui de notre pays, quand on voit l'état dans lequel se trouve notre jeunesse, il faut s'interroger vraiment sur, à la limite, l'instauration d'un plan Marshall ou d'une urgence nationale en matière d'éducation parce qu'elle a trois finalités heureuses. D'abord, le mot, l'éducation, on forme des citoyens sensés, on forme des citoyens sérieux et des patriotes, des républicains et des démocrates, soucieux du présent et de l'avenir de notre pays. On forme deuxièmement une main-d'œuvre
pour notre économie parce que Ndiaye a raison de le souligner, 200 000 jeunes effectivement sortent chaque année, mais pour la plupart inemployables. Et d'où l'importance, et certains candidats l'ont fait, et je trouve ça absolument formidable, de miser sur une révision des curricula et de miser sur l'enseignement technique et professionnel. Tout le monde n'a pas vocation à aller faire un bac plus 6, tout le monde n'a pas vocation à aller même à l'université. Donc on peut réfléchir à des scénarios de courte formation technique, professionnelle, et il faut le reconnaître, le gouvernement a posé quand même des pas extrêmement importants dans ce domaine de l'enseignement technique et professionnel, avec notamment les ISEP. Récemment, le candidat Khalifa Sall parlait de mettre en place un système de certification pour valoriser les acquis de l'expérience. Quand un menuisier qui a 15 ans d'expérience en menuiserie métallique ou en menuiserie bois peut, peut-être sur la base d'une réforme, bénéficier d'un certificat qui lui permette de disposer d'un parchemin et qui permette même d'enseigner et de transmettre son savoir. Troisième finalité heureuse de l'éducation nationale, il s'agit de propulser notre pays dans le futur. Aujourd'hui, le monde n'est plus sûr. La guerre revient en Europe. Nous sommes entourés par un cercle de feu avec des régimes non démocratiques. Des groupes armés pullulent dans la sous-région et certains, il ne faut inquiéter personne, mais il faut dire les choses, font des incursions parfois dans notre pays, et nous ne pouvons pas rester pour l'éternité un îlot de paix et de calme dans la sous-région. C'est aussi de propulser au sein de la jeunesse sénégalaise un imaginaire de rupture, de transformation sociale et de progrès pour notre pays, et aussi que notre pays continue d'être ce phare de la démocratie et des valeurs sur la scène internationale. Je l'écrivais récemment, le Sénégal pour moi est le pays africain le plus respecté sur la scène internationale, et nous le devons à des citoyens bien formés, à des citoyens éduqués à l'époque et qui étaient conscients du rôle qui était le leur. Je peux citer les Amadou Mokhtar Mbow, Abdou Karim Gaye, Jacques Diouf, Feu Lamine Diack, etc. Donc ce sont des citoyens qui ont, par l'éducation et la formation, pu représenter notre pays dans les sphères internationales, là où les décisions se prennent. Donc effectivement, réformer les curricula et mettre énormément de ressources sur l'éducation, parce que, comme disait l'autre, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, et malheureusement, nous sommes dans le temps de l'ignorance, et on voit ce que c'est la charrie pour notre pays. Mais est-ce que cette question de l'éducation ne doit pas faire un large consensus de tous les Sénégalais, au-delà des partis politiques, au-delà de la proposition, parce que c'est une question fondamentale, c'est la clé de développement. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam, qui a été quand même bombardé par les Américains à moins de 50 ans. Le Vietnam aujourd'hui, l'atelier du monde, comme la Chine, comme Singapour. Et ces pays étaient dans le même niveau de développement que le Sénégal. Vous avez parfaitement raison, M. Diop. La question de l'éducation doit faire l'objet d'un consensus fort, même je dirais, parce que nous sommes dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Et lorsqu'on regarde la tranche la plus élevée d'ailleurs, c'est la tranche entre 15 et 25 ans. Donc l'éducation doit être, pour moi, et même dans cette campagne, je trouve qu'on n'en discute pas assez encore, doit être un élément essentiel. De quel type d'éducation nous voulons avoir dans le contexte actuel du Sénégal. Il est évident que beaucoup parlent de filière technique, ça demande des moyens, mais il faut qu'on aille vers ce système dual où on a, dès le lycée, et je pense que des candidats l'ont bien relevé, avec ce système allemand, de pouvoir former des gens qui vont avoir un métier. Dès qu'on a un métier, on peut aller travailler. Et ensuite, évidemment, on peut continuer aussi avec l'enseignement universitaire. Et ceux qui veulent faire des bacs plus 8 pourront le faire. Mais il faut avoir une vision d'ensemble. Savoir aujourd'hui le marché sénégalais, de quoi il a besoin. Quelles sont les filières qu'il faut développer. On parle de gaz et de pétrole. Si nous voulons profiter pleinement du gaz et du pétrole, il faut que les Sénégalais soient formés dans ces filières-là. Mais il ne faut pas le faire maintenant, il fallait le faire il y a 10 ans, il y a 5 ans, et se préparer. Il faut avoir une politique de prospective par rapport au développement. Et l'éducation joue un rôle majeur. L'éducation, il faut le lier à l'emploi des jeunes. Évidemment, je vois dans les programmes, on parle beaucoup d'industrialisation, d'industrie. Mais il faut aller vers... Mais quelle industrie ? Mais une industrie qui va être connectée à l'agriculture, à l'élevage, qui va transformer tout ce qu'on produit. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des mangues qui poussent en Casamance. C'est une aberration. On ne peut pas le comprendre. Il faut connecter les chaînes de valeur. On a un pays avec des zones qui sont fortes dans telle production, d'autres zones qui sont fortes dans telle production. Il faut avoir maintenant cette possibilité-là, cette connexion-là, qui fait qu'on ne perd rien et que tout ce que l'on produit et que tout ce que l'on consomme, tout ça se fasse au Sénégal et que les Sénégalais puissent être les bénéficiaires de ce qu'on produit. C'est ça une vision d'ensemble. C'est ça le développement. Il ne faut pas réinventer la roue. C'est d'abord de pouvoir
créer des mécanismes, des chaînes de valeur qui fait que vous créez de l'emploi massivement et ensuite les Sénégalais vont consommer ce que nous produisons. C'est d'abord ça la base du développement et ensuite le pays va aller de l'avant. C'est à cela, je pense, qu'il faut appeler et nous le retrouvons dans beaucoup de programmes de candidats et chacun, je pense, a pu pencher sur ces éléments-là. Oui, le constat qu'on fait au Sénégal la plupart du temps, c'est que les diagnostics sont bien faits des fois, on a la voie, comment faire pour y aller, mais le problème fondamental, c'est l'action. Comment y aller? On a l'impression, quand on arrive à ce stade bien précis, tout le monde est inhibé. Absolument, tout le monde est inhibé et on a l'habitude de... Incapacité de passer de la théorie à l'action. À la pratique, on a l'habitude de taquiner les Sénégalais en disant que dans la sous-région, quand quelqu'un veut appliquer un programme, il vient chercher le dossier au Sénégal et l'applique chez lui. On a un problème effectivement d'effectivité. Mais ça, je pense que c'est très profond. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'imaginaire des palabres au Sénégal. On aime bien discourir, le bon mot, le beau phrasé, mais sans aller souvent vers un début d'application. Mais il y a aussi, Alassane, la trappe politicienne. C'est qu'on peut avoir les meilleurs diagnostics quand on est en campagne, on peut avoir les meilleures propositions, mais en fait notre structure électorale, nos structures d'organisation politique font que le président arrive avec les mains liées. Regardez par exemple aujourd'hui la tournure, la configuration de certaines coalitions. Quand on arrive au pouvoir et qu'on veut satisfaire tous ses alliés, distribuer des postes, etc., on arrive tout de suite à une politique de la rente. La politique est une rente pour beaucoup de nos acteurs politiques parce qu'ils ne travaillent pas, parce que souvent ils ne jouissent pas d'une certaine compétence, d'un certain métier. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé parce que ici la politique c'est un métier. Et qu'on arrive finalement et qu'on veut satisfaire tout le monde. Et on se rend compte que 5 ans c'est très rapide et que le président ou l'élu, le Premier ministre se retrouve tout de suite encerclé par une nuée et de courtisans et de rentiers et que finalement on se rend compte qu'on n'applique pas son programme. Et notre pays a aussi beaucoup de particularités, beaucoup de forces centrifuges et qui ont des intérêts parfois très divergents et qu'en fait la satisfaction de ces intérêts multiples fait que le président souvent élu se retrouve dans une position très inconfortable, ce qui amène à ne pas pouvoir appliquer le programme de rupture pour lequel il a été élu. Est-ce que justement le fait qu'il y ait beaucoup de forces centrifuges, chacun joue à ses intérêts, montre quelque part qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose? Que c'est dans un pays où chacun gère ses propres intérêts. Que le Sénégal n'intéresse pas au fond les groupuscules, les partis politiques, chacun joue pour ses propres intérêts. Oui, évidemment, il y a cette question et c'est vrai que... Qui fait que depuis 60 ans, on est incapable de faire quelque chose. Oui. On a cette configuration dans l'élection présidentielle avec des ralliements, des personnes qui n'étaient pas d'accord sur un point finalement qui se retrouvent. Mais moi, là où je voudrais contrebalancer un peu l'argument de M. Anne, c'est que, est-ce que vous savez dans quel Sénégal on est aujourd'hui? Les Sénégalais sont de plus en plus exigeants. Oui. Tocqueville disait que dans chaque nouvelle génération, il y a un nouveau peuple. Je pense que cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle est dans l'urgence. Elle veut des réalisations tout de suite et maintenant, elle veut du concret. Donc tout ce que vous ferez qui rentrerait dans l'ordre de la politique politicienne, je pense que cette jeunesse-là, cette population-là... Pourtant, elle n'est pas formée pour prendre les choses en main. Si on regarde bien les petits métiers faits au Sénégal, la plupart des gens, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent faire le métier devant les Sénégalais. Oui, mais... Le jeune Sénégalais aujourd'hui est très exigeant, mais vous lui donnez du travail, il ne sait pas le faire. Oui, on a plein. C'est la question de la formation, mais moi je parle plutôt de la conscience politique. Oui. Je pense que cette conscience politique, elle est en train de se développer. Je crois que M. Anne avait rédigé un livre qui s'appelait Politisez-vous. On est dans cette séquence-là. Je parle de cette exigence que l'on doit avoir vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. On va aller vers cela. Aujourd'hui, si vous ne faites pas les résultats, si vous ne faites pas la politique que vous avez indiquée, vous ferez peut-être balayer dans 5 ans. C'est ça l'exigence d'aujourd'hui. C'est que les gens, ils ont des problèmes au quotidien. Et vous avez pris des engagements fermes. Vous avez dit que vous avez les solutions pour pouvoir sortir, gérer les problèmes, les préoccupations des citoyens. Mais si vous ne le faites pas, la population, le peuple, ceux à qui vous avez promis cela et cela, ils prendront leurs responsabilités lors des élections. Donc pour moi, c'est vraiment important de savoir qu'on a en face aujourd'hui un peuple qui est de plus en plus exigeant, qui lit clairement le jeu des partis politiques, des appareils politiques, et que le moment venu, elle va se faire... Cette population-là se fera entendre par ses moyens. Mais cette incapacité de faire changer les choses, pourquoi on n'y arrive pas? Bon,
Il y a quand même un contexte, et je pense qu'il y a forcément une évolution. C'est vrai que quand on regarde un peu, on a tendance à dire que nous avions le même PIB que la Corée du Sud dans les années 60. Avec toutes les potentialités. Exactement, on a un pays qui est doté de beaucoup de potentialités, mais on a l'impression que le développement que nous avions entrevu, cela prend du temps. Mais justement, moi, je pense que dans la séquence qu'on est aujourd'hui, on est dans l'ère de la technologie, l'ère du digital, où les gens peuvent se former, peuvent aller sur une question, savoir ce qu'ils pensent, renforcer leurs connaissances. On est dans cette ère-là, et cette ère-là, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont le plus. Donc, je le répète encore une fois, on va avoir un peuple qui va être de plus en plus exigeant par rapport à ceux qui vont les diriger. Il faut le comprendre. Ceux qui ne feront pas le travail pour lequel ils ont été élus, ils verront les conséquences parce que ce peuple-là pourra d'une certaine manière les sanctionner dans les urnes ou d'une autre manière. Ouais. Malgré cette jeunesse qui est impatiente, si on regarde bien, on a l'impression que, je ne sais pas toute la jeunesse, une frange de la jeunesse ne pense pas que la formation, que le travail sert à quelque chose. Qu'il faut dans l'urgence, dans le tafiyengal, dans les raccourcis, l'assistanat permanent. Il s'est passé quelque chose, un changement anthropologique dans ce pays en 2000 avec le fameux Khalis Kenduko Liggéey dañ koy lijjanti et ces 24 dernières années n'ont pas pu nous enlever, en tout cas d'une partie, dans la tête d'une partie de la jeunesse, cette idée d'inertie, cette idée de facilité dans l'accès aux ressources, et aussi cette culture du travail qu'on n'inculque pas forcément aux générations disons les plus jeunes. Mais j'aimerais quand même juste exprimer ma réserve sur l'exigence. Moi, je ne pense pas qu'une jeunesse excusez-moi de citer des noms, mais là je suis un peu obligé, une jeunesse qui salue les ralliements de Birima Mangara, Aminata Touré et Mary Teuw Niane autour de M. Faye soit une jeunesse vraiment exigeante sur ses dirigeants, et des gens qui peuvent applaudir ça aujourd'hui, demain applaudiront pire au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités? C'est ce que je redis sur l'exigence. Vous pouvez avoir ces ralliements-là, mais la population, le peuple aussi va avoir son regard, parce que le peuple aspire à un changement. Et de mon point de vue, aujourd'hui, on est exigeant à ce niveau-là. Maintenant, pour la question beaucoup plus globale, voilà, on va vers une élection présidentielle avec des programmes qui ont été établis, proposés aux Sénégalais. Et les Sénégalais devront maintenant, dans les urnes, dire quel chemin ils veulent emprunter avec qui. Et surtout après, s'assurer que, et je reviens à ce mot d'exigence, être exigeant et ne pas attendre tous les 5 ans à une élection présidentielle pour pouvoir avoir leur mot à dire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que dès qu'on est au pouvoir, que le peuple montre que on n'a pas signé un blanc-seing avec vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On va être regardant sur la manière dont vous allez conduire les politiques publiques, et ensuite il va y avoir des élections intermédiaires, et lorsqu'on voit que ça ne va pas dans le sens qui avait été voulu, il faut sanctionner dans ce sens-là. J'ai même vu dans un des programmes... Est-ce que les lois au Sénégal permettent aux Sénégalais de demander des comptes en court mandat, en mi-mandat? Par exemple, prenez un député, vous l'élisez à l'Assemblée nationale, il peut dormir chez lui, ne jamais venir à l'Assemblée nationale, il a 5 ans. Il n'y a aucune sanction. Oui, mais c'est aussi une question essentielle. C'est que on ne peut pas le démettre en cours de mandat. Oui, mais c'est aussi la question importante, M. Alassane Samba Diop. C'est aussi la question de l'Assemblée nationale. Qui doit être à l'Assemblée pour parler au nom du peuple? C'est la question essentielle aujourd'hui. Il faut aussi qu'on revoie le mode d'élection de nos députés. Cette liste nationale que nous avons là, où on peut y mettre n'importe qui, il faut la revoir. Il faut qu'on regarde le parcours, il faut qu'on regarde la trajectoire, il faut qu'on regarde le background de ceux qui aspirent à nous diriger. C'est important. Et c'est pour ça que le travail de fond que nous faisons en Wati, de mettre à disposition des populations les biographies, les programmes, et aussi des rapports sur le contexte du pays, c'est important. Les populations doivent savoir un peu dans quelle direction le pays doit aller. Et c'est une question où les élus ne rendent pas compte. Les élus ne rendent pas compte, les élus sont dans un fauteuil confortable, et j'ai vu dans un des programmes, je pense que c'est le candidat Khalifa Sall qui le dit, qui parle de référendum d'initiative citoyenne où un certain nombre de, je pense que c'est ça, je parle sous le contrôle de M. Ndiaye, un certain nombre de citoyens dans une localité peuvent intenter une action en révocation de leur élu s'ils ne les représentent pas bien. Et puis juste pour finir en une phrase très rapidement sur la liste nationale, j'ai vu que mon ami Iboufa le fustille cette liste-là dans les ondes de e-radio en tout cas chaque semaine. Moi, je suis assez dubitatif sur cette réforme pour 2 raisons. D'abord, parce qu'elle arrangerait quand même souvent les camps du pouvoir parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens et au regard de la configuration de la liste. Et dernière chose, ceux qui ont cassé l'Assemblée nationale le 12 septembre 2022, ceux qui ont arraché les micros
et casser le mobilier ne sont pas issus de la liste nationale, c'est des gens qui sont issus de la liste départementale. Je pense quand même qu'il faut toujours le rappeler. Ouais. Le problème, il est plus dans le choix des hommes que dans la manière de les choisir ou dans la liste à travers laquelle ils sont arrivés. Qui doit les choisir, ces hommes? Les citoyens doivent les choisir. Et c'est là où Ndiaye a raison tout à l'heure quand il parlait de parcours. On ne peut pas élire un député n'importe qui ou quelqu'un dont on ne connaît rien. Et maintenant, ce n'est même plus le député. Maintenant, on veut élire à la présidentielle des gens dont on ne connaît ni le parcours, ni le vécu, qui ne peuvent rien justifier d'une expérience de transformation ou une expérience d'État. Et je pense qu'effectivement, les citoyens doivent être beaucoup plus exigeants sur le choix des gens qui les représentent à l'étranger. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment Hamidou Anne, politiste, aussi analyste, essayiste. Hamidou Anne aussi est diplômé de sciences politiques. Babacar Ndiaye, qui est directeur de recherche à Wati et des publications. Amadissi était à la technique, Alassane Sambadjo au micro. Excellent dimanche à tous. rajo gi di teewlu foo leen mën di nekk 11h di fukk ak toog benn moo jot 5 jamono jile bi la équipe xibaar des di koy doore Ousmane Sonko maire gu diwaanu ko Ziguinchor démb yegg na